Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour la rentrée de notre émission Le Flash Crypto dédié au monde des crypto-monnaies. On va poser ce principe-là puisque pour certains, eh bien, c'est une arnaque pyramidale. Pour d'autres, c'est un formidable outil d'inclusion financière. Bref, les crypto-monnaies n'ont jamais été autant au centre de la pensée économique classique qu'actuellement, alors que s'est ouvert hier le procès du roi déchu de la crypto. Les trop nombreuses faillites de plateformes d'échange ont-elles sonné le glas d'un secteur qui doit faire également face à un excès de zèle des autorités régulatrice mondiale. Et pour autant, le monde de la finance souhaite conserver cet actif numérique. Preuve en est l'opiniâtreté de BlackRock qui veut à tout prix lancer son ETF Bitcoin. Dès lors, nous sommes en droit de se poser cette question. La fin du marché des crypto-monnaies est-elle inévitable ou le secteur va-t-il évoluer, voire se réinventer avec le développement d'autres crypto-actifs? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je suis comme d'habitude, et vous avez certainement le plaisir de la retrouver, Nathalie Janson et François Lavial. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, merci Nathalie d'être de nouveau avec nous. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue en cette rentrée. Vous êtes professeur associé d'économie à Nemoa Business School et spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et évidemment de crypto-monnaie. Et en face de vous, on a le plaisir de retrouver sur le plateau de Téléfinance François Lavial. Bonjour François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes managing partner chez Alpha Cap Digital Assets. Avant de rentrer dans le détail de notre émission, vous voulez nous dire quelques mots de votre société? Oui, alors Alpha Cap Digital Assets, c'est un gérant d'actifs français, filiale de Mata Capital. Nous gérons plus de 2 milliards d'euros en actifs alternatifs. Alpha Cap Digital Assets est dédié aux actifs numériques et nous gérons des mandats pour une clientèle privée, institutionnelle, exclusivement en actifs numériques. Très clair, et donc on comprend évidemment le monde de la finance traditionnelle est toujours extrêmement intéressé par l'évolution des crypto-actifs. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité, etc., on va faire un saut, on va essayer faire un saut. Enfin, vous savez qu'hier s'est ouvert le procès de FTX. Alors, Nathalie Janson me disait hier en préparant cette émission qu'il y aura inévitablement un avant et un après. Nathalie, quels sont les enjeux de ce procès? Alors, l'enjeu du procès, c'est effectivement de comprendre comment on en est arrivé là. On est dans un cas typique, je dirais typique dans la mesure où en fait c'est peut-être une arnaque. Donc là après c'est l'intentionnalité en fait de la figure de Sam Bankman-Fried qui est bon là il faudrait peut-être être beaucoup plus psychologue que juriste peut-être, parce que bien évidemment lui se défend d'avoir eu cette intention d'arnaquer, mais par contre, l'histoire a pu se dérouler je dirais, dans le monde des crypto-monnaies parce que justement, c'était un monde opaque dans la mesure où c'était nouveau, c'était pas facile de comprendre, et en plus, ces jolies nouvelles institutions qui s'occupaient, donc en particulier sa plateforme, eh bien, elles étaient incorporées dans des statuts où en fait, il n'y avait pas d'obligation légale de publication de bilan. Donc, effectivement, eh bien, il n'y avait pas les habituels checklists, en fait, en tout cas les investisseurs qui eux ont l'habitude, qui pouvaient aller voir exactement ce qui s'y passait. Comme dans une entreprise classique. Voilà, en fait, exactement. Donc ça contribue, si vous voulez, effectivement, à avoir des espèces de storytelling qui font que on l'achète pas, il inspire confiance, pas confiance. Et le fait qu'il ait eu cette épaisseur, ces relations avec plein de monde connu. Des hommes politiques, beaucoup. Eh bien, a fait que beaucoup se sont dit, mais non, ça peut pas être une arnaque. Eh bien, malheureusement. Peut-être que c'en est une volontaire. En fait, je pense que c'est le côté, est-ce qu'effectivement, depuis le début, son ambition, c'était de monter une arnaque? Bon, j'ai un peu la faiblesse de croire que non, parce qu'il a un ego surdimensionné, donc je pense qu'il voulait pas en arriver là, puisqu'il a commencé assez agressivement, en fait, en comprenant qu'il y avait de l'argent à se faire dans l'arbitrage, donc c'est plutôt une activité assez classique. Après, effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait tout un monde à explorer, il l'a exploré. Effectivement, est-ce qu'il a été trop loin, trop vite, parce qu'il voulait être le roi du pétrole? C'est possible aussi, donc il s'est brûlé les ailes. Bon voilà, est-ce qu'à un moment donné, après, il s'est rendu compte que ça n'allait pas bien? Effectivement, dans ce cas-là, on ne veut pas voir, il y a un déni en fait total. Il charge sa petite amie, l'ancienne patronne Oui, donc là, c'est pas très sympathique, il dévoile pas l'aspect le plus beau de sa personnalité. Il se défend, mais bon, est-ce que finalement, il ne faut pas juste accepter de s'être trompé? Mais en tout cas, voilà. Donc effectivement, après, c'est ce que beaucoup disent, est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout de l'intention, de savoir si c'était intentionnel ou pas? Je ne sais pas, on verra. De toute façon, c'est parti pour durer, c'est un véritable feuilleton qui passionne les Américains. François, comment est-ce que les professionnels perçoivent ce procès-là? Donc on comprend qu'il va y avoir le pendant, c'est un effort de transparence qui est demandé aux acteurs des cryptos. Est-ce que finalement c'est plutôt bénéfique pour vous? Oui, plutôt. Alors déjà, si on prend un tout petit peu de recul sur FTX, c'est une arnaque
qui a eu lieu dans les cryptos, mais qui aurait pu avoir lieu dans n'importe quelle autre industrie. Bah, de toute façon, ça fait, comme le dit Nathalie, ça fait penser un peu à Madoff. Hein, Voilà. en règle. C'est un excès. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Le deuxième point, c'est qu'il semblerait que les investisseurs qui avaient de l'argent déposé sur la plateforme récupéreraient aujourd'hui, selon nos estimations, entre 40 et 60 centimes de l'euro. Donc il y a quand même une certaine partie du stock qui a été conservée. Tout à fait. Oui, oui. Donc ça, c'est important. Et ensuite, c'est vrai qu'à l'échelle planétaire, on a eu un renforcement de la réglementation sur les acteurs financiers, crypto et traditionnels qui touchent à la crypto. C'est plutôt bénéfique. Ce qu'on observe historiquement, c'est que plus les secteurs sont réglementés, plus la croissance en réalité dans le secteur financier est importante. Oui, la confiance est extrêmement importante. Donc ça, on peut s'en féliciter. On reviendra probablement après dessus, mais la SEC a lancé énormément d'enquêtes. Pour l'instant, rien n'a réellement été trouvé. Donc c'est plutôt rassurant sur la santé du reste de l'écosystème. De l'écosystème crypto, Voilà. ouais, exactement. Cet effort de transparence, ça va dans votre sens, j'imagine, pouvoir avoir accès aux data, justement, savoir, c'est essentiel, j'imagine. Bien sûr. Ok. Écoutez, on reviendra, de toute façon, puisque je vous dis, c'est un procès fleuve, c'est carrément, quasiment un soap opéra qui nous attend. Oui. On va parler, si vous êtes d'accord, du halving qui va avoir lieu très très prochainement. Du coup, Nathalie, c'est quoi le halving, d'abord, dans un premier temps? Alors, ça fait partie en fait de l'architecture de construction du Bitcoin. En fait, le Bitcoin a une architecture très particulière puisqu'en fait sa revendication c'est d'être un anti-monnaie banque centrale dans la mesure où en fait il ne peut pas être, il n'a pas une offre infinie. Donc, il s'est par construction défini une limite qu'il ne dépasserait pas, qui est de 21 millions. Et pour faire en sorte que cette limite arrive au fur et à mesure, que ce ne soit pas trop brutal non plus, en fait, on a ce processus de halving qui consiste en fait à diminuer, c'est pour ça qu'on l'appelle halving, par 2, la rémunération en fait de ceux qui minent, donc ceux qui sont chargés de découvrir ce Bitcoin. Et donc on appelle miner parce que c'est comme l'or, on le découvre, voilà, en faisant cet exercice de résolution de calcul mathématique compliqué. Donc là, on va effectivement avoir ce prochain halving, donc on va passer de 6,25 de Bitcoin de rémunération à 3, donc 0,125. Et effectivement, pour les mineurs qui ont été pas mal chavirés par à la fois la baisse du prix du Bitcoin et la hausse du prix de l'électricité, eh bien, effectivement, c'est un petit sujet de rentabilité qui va arriver là. Donc, en effet, en général, l'effet du halving, c'est plutôt, on anticipe plutôt une hausse en général du cours du Bitcoin, puisque ça veut dire que le halving va ralentir la production en fait de ces Bitcoins. Donc, si l'offre ralentit, on se dit que normalement, en principe de la rareté, le prix devrait augmenter, mais là c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'il y a en face, c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a une autre crise qui arrive, bon apparemment c'est pas le cas, mais si on a plutôt un mouvement de défiance ou de non, enfin en fait on se reporte sur d'autres actifs, même s'il y a cette pression à la hausse sur le prix, eh bien elle sera peut-être contrebalancée par une absence en fait d'appétence pour le Bitcoin. C'est ça, parce que la demande, est-ce qu'elle est là, la demande finale, voilà. Pas à force de choses. Alors là on va sans doute avoir un spécialiste de la demande actuelle de Bitcoin. Alors, en fait, aujourd'hui, comme le dit Nathalie, on a 6 bitcoins toutes les 10 minutes qui arrivent sur le marché. Le marché aujourd'hui, il se tient, il progresse. On est à plus de 60% depuis le début de l'année de performance sur le bitcoin. Donc, on a quand même une demande. Cette demande, elle absorbe le flux de nouveaux bitcoins, donc c'est 6 bitcoins tous les 10 minutes. En avril 2024, on passe à 3 bitcoins. Donc, si on reste sur la demande constante actuelle, mécaniquement, le prix va monter. Et il y a un autre élément qui est très très important, c'est que ces mineurs de Bitcoin, aujourd'hui, ce sont des sociétés, pour la plupart cotées, elles ont un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, du jour au lendemain, il va être divisé par 2. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est une société et que son chiffre d'affaires est divisé par 2 ? On anticipe le phénomène et donc on stocke le plus possible de Bitcoin et on arrête de les vendre. Dans le but, en fait, de créer un choc d'offres sur le marché. Okay, pour compenser, exactement. En fait, d'accord. Et le jour du halving, vous avez plus aucun Bitcoin qui arrive sur le marché, on serre finalement la vis, et là, très clair. Comme on a déjà très peu de Bitcoin en circulation sur le marché, sur nos estimations, il y a à peu près 20% des Bitcoins qui sont liquides aujourd'hui, qui sont disponibles à l'achat. C'est très peu, c'est très peu. Comme on a ce phénomène de rareté, les mineurs ne vendent plus, le prix mécaniquement monte, et les mineurs se remettent à vendre une fois qu'on a atteint un prix qui serait selon nous autour de 40 000 $, qui leur permet de conserver le chiffre d'affaires
avant. De retrouver, c'est ça, Voilà. de conserver leur chiffre d'affaires Comme, avant le comme leur halving. rémunération Exactement. naturelle Ouais, en fait elle baisse, Exactement. en fait ils compensent par le prix parce que Ouais, c'est ça. je me Alors rappelle que- au tout début du Bitcoin, parce que ça fait un bout de temps que je le suis, c'était la grande question, mais personne sera intéressé par miner du Bitcoin parce que sa rémunération va tendre vers zéro. Oui, mais si le prix effectivement est aux étoiles, c'est-à-dire Ouais. il est à 200, 300 000, on l'a bien vu quand il y a eu l'emballement, 200, forcément, non mais je veux dire c'était les prévisions Ouais, qu'on c'est donnait ça. du Bitcoin, il y en avait beaucoup qui Oui, tournaient c'est sûr autour de que ça 100 vaut 000. le coup de découvrir Bah, le Bitcoin. même si vous avez un demi-millième de Bitcoin sur 100 000, ça fait toujours de l'argent et donc ça conserve la profitabilité de l'exercice de minage. Oui, on comprend très bien, c'est très clair ce que vous nous dites François. Du coup, alors moi j'aimerais revenir sur quand est-ce que c'est cette date du halving du coup? Quand est-ce qu'il y aura plus du tout, enfin c'est un court moment, cette absence Alors, de Bitcoin, ça va être très ponctuel en fait. Le halving a lieu en avril C'est 2024. ce que vous avez dit. Ok. À partir de cette date-là, les mineurs arrêtent de vendre. Ensuite, ils recommencent à vendre leur Bitcoin, en général 3 à 6 mois après, une fois que les cours ont bien monté. D'accord. Et les investisseurs C'est anticipent de la ce phénomène du manipulation halving. de marché, ça. C'est de l'optimisation du chiffre d'affaires. Ouais. Mais le marché anticipe ce phénomène. Et en fait, 6 à 8 mois avant, ce que nous observe, c'est que les gros investisseurs sur Bitcoin, les investisseurs historiques, eux, commencent à accumuler des Bitcoins en prévision de ce phénomène du halving. D'accord, ok. C'est Donc, pour ça qu'on a cette hausse de plus de 60% actuelle, depuis le début de l'année. début de l'année. Parce Voilà. que aussi également, alors il y a certes une hausse de 60%, mais le cours évolue quand même, a du mal à retrouver les 30 000 $. À la faveur de ce halving, on pourrait... donc pour vous, en fait, pour répondre à la question, c'est un catalyseur à la hausse, en fait. C'est un catalyseur à la C'est pas un hausse. catalyseur à la baisse, non, certainement pas, il n'y a pas de risque, quoi. À moins d'une énième crise, nouvelle crise, mais a priori, on est derrière nous, les crises sont derrière nous. Est-ce que le Bitcoin, ça y est, c'est fini, peut enfin respirer, se dire que le pire est derrière lui? Probablement d'un point de vue court terme. On en parlera, la hausse des taux paraît aussi toucher à sa fin. Ok. Et donc ça, c'est des éléments très favorables pour le Bitcoin. Aujourd'hui, les mineurs ont un coût de production de 20 000 $. Ok. Donc c'est rentable. Là, donc 27 000, finalement, 28 000. voilà, là on est rentable, mais on a quand même un prix plancher, vous voyez, qui s'inscrit. Qui peut pas aller. Donc c'est une forme de support C'est une forme de incassable support. en fait. Voilà. Ok, Bon, d'accord. après, c'est une incitation aussi à l'innovation dans les machines. Tout à fait. Il y a beaucoup d'espoir porté dans les nouvelles générations de machines. technologique, vous voulez dire, oui, ouais, oui, moins pour baisser consommatrice, le moins coût. Et énergivore, puis effectivement, eux, c'est des. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que maintenant, il y a des études plus neutres sur le rôle ou pas d'avoir des mineurs de Bitcoin, surtout aux États-Unis, parce qu'il y en a pas mal dans le Texas. Donc, leur contribution en fait à l'incitation à produire sur la base d'autres énergies, puisqu'en fait, ils sont forts demandeurs de solutions alternatives qui permettraient de baisser leur coût de Et production. qui coûte beaucoup moins cher. Le mix énergétique sur les 2 dernières années a complètement changé. Oui, complètement. On était à 70% d'énergie fossile, on est passé à 30 et 70 de renouvelables. C'est un vrai bouleversement sur le marché du autant Bitcoin. que Oui, les ça, prix ont ça- baissé, quoi, du coup. Non, mais ça ne satisfait pas pour autant certains mouvements écologistes qui disent qu'en fait, ils veulent pas que cette énergie verte soit consommée par le Bitcoin. C'est souvent une revendication qu'on entend, notamment au niveau européen. Il y avait quelques figures on s'en politiques. sortira jamais, de toute façon, si, parce qu'ils voilà, disent en faut fait, bien on ne veut pas que cette énergie verte leur profite. Oui, en réalité, là, on est sur un sujet de compréhension Oui. de la part Oui, des oui. politiques, puisque cette énergie n'est ni stockable, ni transportable, donc autant qu'elle soit Ils utilisée. comprennent Donc, pas autant qu'en fait, qu'elle soit oui, utilisée, tout à fait. ouais, exactement. Et puis il y a aussi tout l'espoir de la réutilisation de l'énergie produite par le Par la minage. machine, par le minage, Et oui. là, on l'avait déjà évoqué, le Ouais, cas c'est ça, très rigolo des tulipes. c'est Voilà, ça. on produit des tulipes qui est le bel exemple de Mais je crois qu'ils voulaient justement chauffer des de. piscines aussi. Oui, mais il y a plein de sujets là-dessus. Ok, très clair. Merci pour ce point-là. On va poursuivre sur l'actualité. Alors, on a échappé de justesse au shutdown aux États-Unis. On l'a compris d'autant plus depuis hier soir, depuis ce matin, avec le licenciement, l'éviction du président de la Chambre du Sénat, je crois, c'est Kevin McCarthy, qui a été limogé hier. Donc, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Nathalie, quel aurait pu être l'impact pour les cryptos d'un shutdown aux États-Unis? Alors là, pour le moment, en fait, l'impact le plus direct, c'était souvent évoqué, c'était sur la question donc de la façon dont la SEC avance sur ces différents dossiers contre SEC, c'est les le gendarme cryptos, boursier le gendarme boursier américain. américain. Donc c'était dans le travail de Gary Gensler qui effectivement avait dit, bah écoutez, s'il y a le shutdown, moi je ferai le minimum vital. Donc forcément, s'il faisait le minimum fait vital, déjà. ça veut dire que ça veut dire que déjà ça n'avance pas au niveau des différentes affaires. Plus ça n'avance pas sur les fameux dossiers déposés pour avoir des ETF, parce qu'il y a encore des dossiers
dossiers qui sont à échéance mi-octobre. Donc on attend une nouvelle décision de Gary Gensler sur ces dossiers mi-octobre. Et il avait clairement dit que s'il y avait le shutdown, ça serait repoussé. Donc là, voilà, pour le moment, il y a eu pas mal d'auditions la semaine dernière. C'était mercredi dernier, si je me rappelle bien. Il y a eu pas mal d'auditions au Congrès américain sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de lobbyistes qui étaient là et qui avaient comme crainte que le shutdown en fait gêne. Parce qu'en fait, en plus, ils ont bien compris, les lobbyistes du monde de la crypto, que malheureusement, les cryptos sont pas une priorité. Donc ils se disent, en plus, il y a le shutdown, là vraiment, on se retrouve sur le fond de la pile de dossiers. Quels auraient pu être, selon vous, qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous l'avez craint déjà, ce shutdown? Non. Pas vraiment. S'il avait eu lieu, l'effet aurait probablement été positif pour les cryptos. En fait, si on prend un tout petit peu de recul, le shutdown, qu'est-ce que c'est? C'est deux chambres qui ne se mettent pas d'accord sur un budget. C'est totalement politique. En réalité, il y a très rarement un impact financier derrière sur le budget américain, mais le grand public a tendance à percevoir la nouvelle d'un shutdown comme le message « il n'y a plus d'argent ». Il n'y a plus d'argent pour payer les salaires. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. Et tout ce qui est extrêmement anxiogène est extrêmement profitable au Bitcoin. Parce que tout d'un coup, vous avez une économie qui repose sur la dette, et on vous explique qu'il n'y a plus d'argent, et à côté, vous avez un actif qui ne repose pas sur la dette, qui va donc profiter, notamment de la part des investisseurs particuliers et retail, d'un flux massif, et c'est ce qu'on observe à chaque fois qu'il y a des tensions très fortes sur les marchés financiers, on a des flux entrants. Donc probablement, un shutdown, s'il avait été acté, aurait profité au Bitcoin. D'accord, donc ça n'aurait pas été... en fait, il y a deux avis. En fait, vous nous dites que d'un côté, ça aurait pu être négatif parce que les innovations nécessaires, réglementaires, financières, économiques auraient été mises entre parenthèses, mais par la force des choses, vous me dites que ça aurait créé quand même un appel d'air vers les cryptos parce que justement, le climat anxiogène, du coup, ça se neutralise en fait. Donc on reste... en fait, oui, on ne sait pas, mais en tout cas, les deux forces sont là. Puisque là, il y avait effectivement, comme il y a les fameux ETF qui étaient en attente, forcément, s'ils sont repoussés, ça pouvait avoir un effet un peu parce que c'est le prochain catalyseur, le marché des cryptos. Enfin, j'imagine que vous attendez avec impatience le lancement de cet ETF crypto par la force des choses. Donc, c'est le sujet, ça tombe bien, parlons-en. Puisqu'on a appris cette semaine que... la SEC repoussait encore l'adoption de cet ETF Bitcoin, alors que en parallèle, on le verra, il y a un ETF Ethereum qui est sorti, qui est lancé en début de semaine. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est BlackRock qui fait peur, c'est le ETF Bitcoin qui fait peur. Pourquoi est-ce que Gary Gensler ne veut pas poser le tampon de la SEC sur ce dossier? En réalité, selon nous, la SEC, et plus particulièrement Gary Gensler, souhaite aujourd'hui gagner du temps. Mais pourquoi? Ils ont lancé énormément de procédures sur beaucoup d'acteurs crypto aux États-Unis. Depuis plusieurs mois, on n'a quasiment aucune faille trouvée dans cet écosystème. Le Congrès américain, Nathalie le disait précédemment, maintenant, passez-moi l'expression, mais cherche des poux à Gary Gensler et lui demande de délivrer, de tenir, d'avancer. Et finalement, Gary Gensler, il a besoin de temps. Voilà, il a besoin de temps pour que ses rapports aboutissent, il a besoin de temps pour trouver des failles chez les acteurs crypto. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il repousse les grandes échéances le plus possible pour s'acheter du temps. Il ne pourra pas le faire éternellement. Non, puisque là, donc a priori, la date convenue, ce serait janvier 2024, a priori. En tout cas, la prochaine échéance pour qu'ils rendent un avis, il y en a 5 ou 6 qui ont déposé une demande, c'est le 11 octobre, je crois. Okay. C'est mercredi prochain. Et c'est mercredi. Pourquoi c'est un catalyseur à la hausse, cet ETF? Parce qu'ils pensent que ça va permettre des sociétés comme celle de François de pouvoir vendre ce produit aux particuliers. Et il n'y a rien de mieux qu'un ETF. Enfin, pour un particulier, un ETF, c'est hyper facile, quoi. C'est un portefeuille diversifié. On est pris par la main et puis ça réplique le marché. Donc voilà. Vous avez déjà donc en tête cet ETF. Vous l'avez déjà chez vous dans votre société? Alors, il y a deux types d'ETF et la distinction est extrêmement importante. Le spot et le futur. Des ETF futurs, nous en avons déjà depuis plusieurs années sur le marché. Okay. Parce qu'il existe justement. Oui, il existe. Mais c'est le paradoxe. Le problème de l'ETF futur, c'est que vous ne détenez pas vraiment un Bitcoin. Vous détenez un produit financier qui réplique la performance des Bitcoins. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Oui, bref. En réalité, sans rentrer dans les détails techniques, mais le coût de roller son futur dans le temps va littéralement obérer la performance et on va avoir une performance nettement moins importante sur un futur, un ETF à futur qu'un ETF spot. Un ETF spot, il s'agit de détenir physiquement
le Bitcoin derrière. Comme je le disais à l'introduction, on a aujourd'hui moins de 20% des Bitcoins, donc moins de 2 millions de Bitcoins qui sont liquides sur le marché. Si vous avez par exemple BlackRock qui alloue 1% de sa multigestion sur un ETF Bitcoin, en fait aujourd'hui on n'a pas le stock dans le marché. Les 20% suffisent pas pour fournir. Donc c'est extrêmement intéressant pour vous. Ça veut dire qu'en gros, globalement le marché va exploser. C'est plus qu'un catalyseur. C'est un élastique tendu vers le haut en fait. Alors la question c'est quelle sera la dose d'inclusion va consacrer dans 1%. Quand vous dites 1%, c'est un chiffre comme ça que vous donnez par hasard, ou vous avez entendu que potentiellement ça pourrait être le montant que souhaiterait investir BlackRock Alors historiquement, si on regarde le cours des actifs numériques, ce que l'on observe, c'est que le sweet spot, c'est-à-dire là où on optimise son couple rendement-risque, il se situe autour de 4%. Nous, ce que l'on observe chez nous, c'est que les clients qui nous confient la gestion de leurs cryptoactifs, cela représente 1,5 à 2,5 en fonction de l'âge de leur surface financière. Donc on est déjà au-dessus de ce 1%. En réalité, 1%, ça reste une hypothèse relativement prudente. Ok, donc c'est un vrai bouleversement en fait pour le marché des cryptos. C'est peut-être pour la raison pour laquelle Gary Gensler souhaite prendre du temps, c'est que peut-être qu'il protège d'une certaine façon, j'en sais rien moi. Ouais, je ne sais pas, puisque de toute façon le Bitcoin en plus c'est le seul pour lequel il a pas d'hésitation quant à la réglementation, puisqu'il a dit depuis le départ que c'était le seul qui n'était pas un actif financier. Donc là, oui, lui là pour le coup c'est clair, ce serait la CFTC qui deviendrait le régulateur et c'est terminé en tout cas. Donc là, pas d'incertitude. Donc pas d'incertitude, oui c'est ça, pas d'incertitude. Maintenant tout est une question de temps, de toute façon ce sera fait, hein. Le marché pousse, le marché pousse, donc ça devrait arriver. Alors à contre l'ETF, enfin l'Ethereum a pris à contre-pied, à contre-carré, a pris à contre-pied cet ETF Bitcoin, puisqu'en début de semaine, lundi, ont été commercialisés le premier ETF futur Ethereum. Ça n'a pas été un succès tant que ça. Est-ce que vous avez suivi, alors déjà, quelle est la différence entre un ETF Ethereum et un ETF Bitcoin, s'il y en a une? Pourquoi est-ce que l'ETF Ethereum a été commercialisé avant le Bitcoin alors qu'on entend plus parler de ce projet de lancement ETF Bitcoin? Et est-ce que vous, en tant que professionnel, vous en proposez du coup? Alors, nous on ne va pas en proposer tout simplement parce que, à notre sens, le marché des cryptoactifs, on a une telle obsolescence technologique que investir sur un seul produit, un monoproduit comme un ETF avec un seul sous-jacent, en l'occurrence l'Ethereum, c'est en réalité être pieds et poings liés avec un seul actif. Nous, on a une gestion qui est active et diversifiée pour pouvoir aller sur toute la cote des crypto-monnaies et justement pouvoir prévoir cette obsolescence technologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels de la finance commencent à comprendre Bitcoin. Ethereum, c'est encore une deuxième étape, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de flux très important en termes de collecte sur ces Ethereum. D'accord, mais vous les commercialisez en tout cas. Alors ils sont commercialisés, nous non, mais ils sont commercialisés. D'accord, quand vous dites 11, c'est le marché, d'accord. Okay. En revanche, ils ne sont pas achetés. En revanche, c'est ça, on l'a vu ce matin, on l'a vu lundi, hein, la demande a été bien plus faible qu'anticipée. Il y a une différence fondamentale ou finalement non, et pourquoi est-ce que ça a été lancé plus avant que le projet Bitcoin? C'est une question de lobbying, les lobbyistes Ethereum sont plus forts que les lobbyistes Bitcoin? Non, de toute façon, si c'est un ETF futur, c'est comme pour le Bitcoin, c'est autorisé. L'Ethereum, après, c'est un projet différent, oui. L'Ethereum ne répond pas aux mêmes critères que Bitcoin, puisque pour faire le parallèle, le Bitcoin, c'est plus l'idée de la monnaie, alors que l'Ethereum, c'est plus l'idée du titre financier. Puisque, en fait, c'est un smart contract, donc il est très utilisé. Voilà, pour le coup, il est utilisé dans beaucoup de développement, notamment sur les NFT. Voilà, il y a beaucoup la chaîne Ethereum est beaucoup utilisée, mais elle a aussi changé de nature puisqu'elle a quitté ce qu'on appelle le fameux proof of work, donc là où on mine, pour passer en fait sur le proof of stake. Donc voilà, est-ce que ça devient un réel concurrent l'Ethereum pour le Bitcoin ou ils réalisent pas les mêmes choses. On ne peut pas parler. En réalité. Vous en avez un qui a finalement une vocation d'être un outil de transfert de valeur ou de stockage de valeur, et vous en avez un autre qui est plutôt un outil technologique.
Donc le stockage Ethereum. de valeur, c'est C'est le Bitcoin. Bitcoin. Voilà. Et, Oui, ouais, pardon. ok. Si on devait faire une métaphore, Ethereum, c'est un petit peu comme l'App Store. En fait, c'est une base technologique sur laquelle tout le monde peut venir proposer des applications, en l'occurrence des D'accord. applications décentralisées. Mais la bonne métaphore, c'est de le comparer à l'App Store, tandis que Bitcoin serait plutôt un moyen de paiement. Ok, donc on comprend, une des raisons pour lesquelles, donc, comme vous le dites, les NFT ont plutôt adopté Tout à fait. l'Ethereum Oui, que, ils sont plutôt, que parce qu'en Bitcoin. fait, grâce à, enfin voilà, on peut effectivement on peut arriver à proposer des produits qui incluent en fait des smart contracts, ce qui n'est pour le moment pas le cas de Bitcoin. de Bitcoin. L'actualité, c'est aussi également, les marchés financiers sont en ébullition, totalement paniqués à la vue de la hausse des rendements obligataires, qui vont très certainement se poursuivre. Hein. La Fed n'annonce pas la fin prochaine de la hausse de ces taux directeurs. Il y a une corrélation à faire. Nathalie, est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre la hausse des rendements obligataires et un éventuel mouvement à la hausse ou à la baisse du Bitcoin notamment? Alors, le sujet de la corrélation est un sujet qui a été qui est en fait étudié depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir qu'avant le fameux grand marché haussier de 2021, enfin avant cet épisode vraiment de bull market très très fort, la plupart des travaux académiques qui cherchaient à comprendre la nature en fait du Bitcoin, souvent disaient que c'était justement peut-être une nouvelle classe d'actifs parce qu'elle n'était pas corrélée avec les principaux indices boursiers, quelle que soit leur nature, voilà. Et puis est arrivé le marché, la fameuse hausse de 2021, et là effectivement la relation s'est inversée, c'est-à-dire que on a eu une corrélation en fait entre les marchés actions et les marchés crypto, et dont le Bitcoin aussi. Et donc après, c'est poser la question quand on a fini cet épisode Bull Run, de savoir où on en était. Donc effectivement, là, on est un peu dans une situation où certains disent non, on va revoir la décorrélation parce que, comme il a été expliqué avant, le Bitcoin, c'est vraiment la réserve de valeur. Donc, en fait, elle a des motivations de la part de ceux qui veulent les détenir qui sont quand même pas les mêmes que ceux qui veulent détenir un portefeuille d'actions. Mais c'est comme une valeur refuge. Voilà. Et c'est pour ça que certains continuent à dire que c'est quand même pas totalement corrélé. Mais c'est vrai que là, on est aussi dans un après où en fait, on voit bien que les travaux ont changé pour essayer de comprendre comment cette relation s'est transformée à travers le temps. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu cet épisode haussier de bulle en 2021. Le seul facteur commun, c'était ce déferlement d'argent pas cher qu'il y a eu sur le marché, et donc le Bitcoin a été contaminé comme toutes les autres valeurs sur le marché. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, aujourd'hui, on essaye de rechercher, de voir un peu quelle place pour ce Bitcoin qui, quand même, apparaît comme une classe un peu différente des autres de ce point de vue-là. C'est ça, parce que si on regarde depuis 2 ans maintenant, on l'a classé respectivement comme étant une valeur refuge, puis une valeur de réserve, puis un actif extrêmement rentable. Enfin, j'ai l'impression que le marché, les analystes cherchent, en fait, de réalité, ce sera ma dernière question, on va pas tout de suite, mais cherchent à comprendre comment anticiper, comment analyser le Bitcoin, comment anticiper, comment vous faites? Alors, sur la question des taux, en réalité, on a un Bitcoin qui se comporte comme un actif de super croissance. C'est-à-dire qu'il est très corrélé aux actifs de croissance. Les valeurs tech. Les valeurs tech, le Nasdaq, exactement. Très corrélé, depuis la remontée des taux, c'est évidemment mauvais. Mais la direction prise par les taux, pour nous, est extrêmement importante et plus importante que le taux lui-même. La preuve en est, c'est que quand on a monté les taux de 0,25 à 0,50 aux États-Unis, les cryptoactifs ont commencé à descendre. Pourtant, 0,50, ça reste de l'argent relativement peu cher. Et aujourd'hui, ce que l'on sent dans le marché, c'est que le jour où la Fed va réaliser son pivot, la direction prise par les taux, même si l'on passe de 6% à 5,75 dans quelques mois, ça sera extrêmement bien perçu par toutes les classes d'actifs de croissance, et donc plus particulièrement par les cryptos qui sont des actifs de super croissance. Donc, par contre, ce que l'on observe aussi, c'est que quand il y a des gros coups de grisou sur le marché, on a une recorrélation à l'or. Elle ne dure pas longtemps, elle dure en général 10... L'or qui corrige en ce moment, du coup. Alors, on l'a vu ça en début d'émission, mais le dollar prend, le dollar est en train de se renforcer, mais l'or, effectivement, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une décorrélation totale entre le dollar et l'or. Du coup, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une corrélation hors Bitcoin. En valeur refuge, quand il y a beaucoup de tensions. Oui, d'accord. Voilà. En réalité, vous avez eu 2 fois ce phénomène. Au début de la guerre en Ukraine, oui, tout à fait. Et
au début des faillites bancaires américaines du début d'année. Oui, c'est en fait, c'était souvent les études académiques que je signalais, en fait, où c'était souvent les titres, c'était est-ce que c'est ce qu'on appelle un safe haven, c'est-à-dire une valeur refuge, ou effectivement une classe d'actifs risqués. C'est souvent les thèmes abordés, et on voit, parce qu'en fait, il y a une composante géopolitique assez forte dans le Bitcoin, puisque le Bitcoin s'extrait, il a cette capacité à ne pas être comme l'or, à ne pas être directement lié à un contexte politique, puisque c'est en soi un système apolitique, il ne dépend pas des États, et il peut en fait exister sans les États. Donc c'est pour ça qu'il a, dès lors où il y a un grand stress géopolitique, finalement lui il se sauve parce qu'il peut s'extraire en fait des tensions. Nathalie, lors de la dernière réunion du FOMC, donc les gardiens du dollar ont expliqué qu'ils allaient maintenir les taux élevés encore longtemps. Ils anticipent quand les dot plots, c'est 6,1% d'ici à fin 2023, c'est énorme, 6,1%, mais ils commencent à éventuellement évoquer la possibilité d'une fin de la hausse, sans préciser la baisse, mais est-ce que ce serait le prochain catalyseur? Du coup, vous me dites le pivot, vous avez parlé de pivot, c'est pas pour 2023, ce sera peut-être pas pour 2024, mais en tout cas, on commence à y penser. Alors, d'ici là, il y aura eu d'autres événements majeurs qui impacteront positivement, mais est-ce que le pivot... ça va être aussi une source de hausse sur le marché des rendements, sur le marché des cryptos, pardon. De toute façon, là, je crois qu'il y en a, alors je ne sais plus lequel du FOMC ou de ceux qui siègent au niveau de la Fed, mais il y en a un qui, lui, déjà a commencé à dire que peut-être qu'en 2024, il y aura une baisse d'un quart de point. Donc vous voyez, il y a déjà des langues qui se déliment pour dire que, alors bon, après on n'est pas obligé de croire parce qu'après il y a plein d'avis divergents, mais il est certain que là en tout cas on sera sur un plateau. C'est-à-dire que effectivement, comme François l'a très bien expliqué, a priori, on va pas aller sur la direction des taux n'est pas à la hausse. Elle est au mieux sur la stabilité, enfin non, au pire sur la stabilité, au mieux pour ceux qui s'en réjouissent, peut-être la fin de la hausse. Donc on est quand même sur un contexte qui est quand même différent. Donc ça veut dire que pareil pour tous les titres à rendement fixe, ça veut dire que on a peut-être atteint le maximum de ce qu'on va pouvoir atteindre. Donc c'est pour ça qu'effectivement on peut se reposer la question d'aller sur des actifs. Les opérateurs sur le marché, puisque si les taux augmentent, les taux des rendements souverains augmentent, c'est qu'ils vendent en ce moment massivement leurs obligations pour pouvoir en racheter d'autres qui seront à de meilleures rémunération. Du coup, pour l'instant, ils sont quand même en train de se dire que les tensions, c'est aussi dû en fait à des facteurs de risque en fait sur effectivement les dettes et la charge de la dette sur certains pays. Il faut pas aussi oublier. C'est-à-dire qu'il y a des tensions qui se manifestent parce qu'effectivement, ce qui se passe est un peu particulier parce que effectivement, on a aujourd'hui des tensions dans ce qui va arriver parce que le marché semble comprendre qu'effectivement il n'y aura quand même pas une baisse des taux vraiment massive, c'est-à-dire que, comme je disais, on est quand même plutôt sur un plateau. Or, il est arrivé assez peu fréquemment dans l'histoire qu'en fait, on ait des banques centrales qui tiennent les taux, alors qu'en fait, la récession se confirme. Et c'est quand même des scénarios aujourd'hui plus plausibles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est peut-être pas une grosse récession, mais ça va être un peu mou. En Europe, on est quand même sur des scénarios pas terribles du tout. Enfin là, c'est plus pessimiste en Europe qu'aux États-Unis. Et ça, c'est la première fois qu'on verra qu'en fait, on a des banques centrales qui ne veulent pas lâcher. Et c'est pour ça qu'en fait, le marché obligataire... Alors, c'est pas le sujet, je suis désolé, mais c'est passionnant. Nathalie, elles s'entêtent là, selon vous c'est pas elles s'entêtent, mais c'est qu'elles disent qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des sous-jacents inflationnistes qui n'ont pas été suffisamment contenus avant et que pour cette raison, elles ne peuvent pas lâcher. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a une hausse naturelle du taux du marché en raison de la politique d'arrêt des réinvestissements. Donc c'est un peu technique, je suis désolée, mais quand les banques centrales ont acheté massivement des obligations d'État, elles les avaient en portefeuille et au fur et à mesure que le titre arrive à échéance, elles reçoivent les fonds et après la question c'est est-ce que je les réinvestis et donc du coup je ne pèse pas sur les taux du marché ou est-ce que du coup je détruis ce qu'on m'a remboursé, c'est-à-dire j'enlève du circuit, puisque c'est ce que je dois faire, c'est ce qu'elle d'enlever, et si on enlève, naturellement on pèse sur les taux du marché. Donc c'est aussi pour ça que ce marché obligataire explose. C'est parce qu'effectivement, même si les banques centrales n'augmentent pas officiellement leurs taux, les taux ne vont pas baisser.
Tout à fait, oui, on a vu les bilans des de la principales Fed banques. se sont allégés. Ils ont quand même sensiblement remonté le jour où ils ont bail-out toutes les banques américaines. Par contre, il y a toujours des fenêtres d'ouverture, il ne faut pas... Voilà, elles sont toujours là en soutien dès qu'il le faudra. Exactement. Vous faites référence aux turbulences du marché bancaire aux États-Unis, qui a impacté même en Europe, avec la faillite, enfin la reprise de... Alors c'est UPS, c'est ça je crois. UBS. Ouais, c'est ça, UBS, pardon. UBS c'est autre chose, ils livrent des colis, ça n'a rien à voir. Ma question, on comprend, Nathalie, vous commenciez à l'évoquer il y a 5 minutes, nous dire que la recherche, il va à tâtons, cherche à comprendre un petit peu quels sont les éléments macroéconomiques, monétaires qui peuvent impacter l'évolution des cours des cryptos. Comme on l'expliquait, c'est difficile de déterminer si c'est un actif refuge ou non. On a vu qu'effectivement, à un moment, on le considérait comme un actif refuge, et puis peu de temps après, il a été corrélé extrêmement fort à notamment l'indice de la tech américaine. Du coup, par la force des choses, on y va un peu à tâtons. Ma question, c'est est-ce que l'analyse fondamentale est aujourd'hui encore inutile pour comprendre et anticiper les fluctuations des cryptos et du Bitcoin en particulier? Alors, là, je m'inscris en profond désaccord, puisque pour nous, l'analyse fondamentale, elle est fondamentale. Essentielle. Et l'analyse technique aussi. C'est un couple. L'analyse technique aussi. L'analyse technique aussi. En fait, aujourd'hui, dans l'univers crypto, on a plus de 25 000 valeurs. Donc c'est considérable. Si vous ne faites pas d'analyse fondamentale, il est extrêmement difficile de savoir parmi ces 25 000 valeurs laquelle il faut acheter. Ce serait compliqué. Donc nous, notre métier en tant que gérant de portefeuille, c'est d'aller à la rencontre des projets et justement de mener cette analyse fondamentale pour savoir si derrière il y a une technologie qui tient la route, il y a des équipes qui portent un vrai si le projet a du sens, s'il y a un business model qui est rentable, etc. C'est ça, vous faites votre métier de financier en gros, exactement, de gestion de portefeuille. Exactement. Donc oui, c'est très important parce que ça permet de faire ce premier filtre. Et l'analyse technique, elle rajoute un deuxième filtre là-dessus. Puisqu'en fait, moi j'ai commencé il y a des années, à l'époque on n'avait pas de note de broker, on n'avait pas de point macro, on n'avait pas de consensus sur ce marché-là. Nous n'avions que des prix. Donc finalement, tous ceux qui aujourd'hui gèrent un peu d'argent pour eux-mêmes ou pour autrui, ils n'avaient pas 100 ans non plus. Mais ils ont appris à lire le marché. Ils ont appris à lire le marché à travers ce biais d'analyse technique. Et donc la dimension autorisatrice, elle se retrouve renforcée dans le marché des cryptos. C'est pour ça qu'avec ce double screen, analyse fondamentale, analyse technique, on arrive en fait à des performances et à battre le marché de façon beaucoup plus efficiente que sur les marchés traditionnels, parce qu'on a encore beaucoup d'asymétrie d'information, ce qu'on a moins sur les marchés actions. Ok, très clair. Oui, effectivement, qu'il y a un marché plus mature par la force des choses. Donc, quand on comprend qu'effectivement le marché des cryptos est encore en devenir, en construction, c'est un jeune ado qui encore doit pousser. Nathalie, du coup, par la force des choses, l'information reste quand même essentielle si on achète des cryptos. Ou moi, personnellement, c'est que mon avis, mais j'ai l'impression quand même que si on écoute trop l'actualité sur le marché des cryptos, on prend peur en ce moment. En fait, il y a les deux écoles. C'est-à-dire que chez les bitcoiners, l'actu n'a aucun intérêt. C'est juste que le bitcoin, c'est de toute façon un modèle déflationniste. La preuve, puisqu'il y a beaucoup de bitcoins qui ne bougent pas. Ça, c'est vraiment la preuve de comme quoi ils ont acheté la promesse de départ, c'est-à-dire que moi, je l'achète et je ne bouge plus. Donc, et ensuite, il y a effectivement la partie, j'essaye d'optimiser la gestion de mon portefeuille, et donc là, qui ne plaît pas beaucoup aux bitcoiners. C'est-à-dire que, bon, après, parce que c'est pas le modèle. Le modèle de bitcoin, il a un peu plus d'épaisseur, quoi. Donc, mais oui, bien sûr. Donc, forcément, on a plusieurs profils d'investisseurs sur ce marché. Ok, très clair. Donc, l'information reste quand même capitale, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas s'en départir, même si elle est un peu anxiogène aujourd'hui en ce moment, l'actualité sur les cryptos, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des professionnels comme vous qui sont là de toute façon pour nous expliquer, et des théoriciens comme vous, Nathalie, pour nous expliquer comment tout ça fonctionne. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc Nathalie Janson, professeure associée chez Noma Business School, et François Lavial, managing partner chez AlphaCap Digital Assets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.